Alors, j'ai pas fait de vidéo pendant plus d'un mois parce qu'en fait j'ai été bloqué sur un point théorique que je n'ai réussi à résoudre qu'aujourd'hui, donc je vais essayer de vous expliquer tout ça. Donc en fait, je vous rappelle que ma théorie elle est basée sur, en gros, sur l'idée que les richesses devraient être réparties, distribuées proportionnellement à l'effort utile que chacun fournit. Car c'est selon moi la règle de répartition qui qui optimise les incitations pour maximiser les richesses à long terme. Et en fait, depuis à peu près 6 ans que je travaille sur cette théorie, j'ai toujours pris ça comme une évidence. En fait, j'ai jamais vraiment remis en question cette intuition que j'avais sur ce point. En fait, ça me paraissait évident que si on veut inciter les gens à fournir un maximum de travail utile pour la société, eh bien, il faut faire en sorte que les revenus du travail soient maximisés. En gros, le principe, c'est que chacun doit avoir une part du gâteau proportionnellement au travail qu'il a fourni, à la pénibilité qu'il a subie, sous réserve qu'elle soit utile, que ça soit un travail utile. Et en fait, il y a quelques semaines, j'ai bloqué sur un point théorique que je vais vous expliquer. En fait, par curiosité, je demande à l'IA de me dire la règle de répartition qui serait la plus cohérente si on disposait d'un stock de monnaie à répartir et si on cherchait du coup à maximiser les incitations au travail et par conséquent du coup l'offre de travail. Et en fait, je m'attendais à ce qu'elle me confirme ce que je pensais, c'est-à-dire que dans l'idéal, il faudrait répartir de manière strictement proportionnelle au travail de l'individu, ou plutôt au salaire de réserve ou au coût d'opportunité, parce que l'économie contemporaine, elle parle plus vraiment de travail, elle parle plus de coût d'opportunité, de désutilité du travail, de salaire de réserve, etc. Enfin, bref. Et c'est là où le problème théorique est apparu, parce que elle ne m'a pas du tout dit ça. Elle m'a plutôt dit que si on veut maximiser l'offre de travail avec un budget limité, eh bien il faudrait concentrer les récompenses sur les personnes les plus réactives à l'augmentation de leurs revenus, c'est-à-dire celles qui ont la plus forte élasticité de leur offre de travail à une augmentation du revenu. Je vais vous donner un exemple concret. Imaginez que vous avez de l'argent à distribuer dans l'objectif d'inciter les gens à produire davantage. Vous avez 2 personnes qui fournissent le même effort pour le même salaire, Paul et Marie. Admettons que si vous augmentez le salaire horaire de Paul de 10 €, eh bien, il va travailler 10 heures supplémentaires parce qu'il est célibataire, parce qu'il a du temps de loisir, etc. Et admettons que si vous augmentez le salaire horaire de Marie également de 10 €, elle va pas réagir de la même manière parce qu'elle travaille déjà à temps complet, parce qu'elle a par exemple une vie de famille, des enfants, etc. Donc en fait, dans ce cas-là, la logique économique, elle dit que même s'ils ont fourni le même effort, pour le même travail, eh bien il faut quand même donner tout l'argent, tout le stock de récompenses à Paul, parce que c'est comme ça qu'on obtiendra le plus d'efforts supplémentaires. Donc si l'objectif est de maximiser le travail utile total, ce que je défends, il faudrait selon cette règle, selon cette logique, répartir les richesses selon l'élasticité de l'offre de travail des individus, plutôt que de manière proportionnelle à l'effort déjà fourni. Concrètement, ça pourrait conduire à privilégier une catégorie très précise de la population, par exemple ceux qui sont sans enfants et qui travaillent à temps partiel et qui ont du coup une très forte élasticité de leur offre de travail à l'augmentation du revenu. Du coup, en fait, j'ai passé un bon moment à me dire que ma théorie était fausse, parce que ce principe de répartition proportionnelle à l'effort, c'est une de mes prémices principales qui arrive très tôt dans mon raisonnement. Elle arrive dès le chapitre 1 et en fait elle est censée faire tenir tout l'édifice. Donc en fait si cette prémisse elle est fausse, c'est clairement toute ma théorie qui s'effondre. Et en fait heureusement j'ai réalisé que je confondais 2 choses très différentes. En fait la règle de l'élasticité elle est valide pour une mesure ponctuelle, pour une distribution unique à des agents qui ne connaissent pas la règle à l'avance et qui sont du coup passifs face à cette règle. Mais ma théorie, elle ne parle pas de ça, elle ne parle pas d'une distribution ponctuelle, elle parle d'une règle qui doit justifier le droit de propriété. Et donc on parle d'une règle qui est pérenne, et une règle que les individus, que les gens connaissent à l'avance, et du coup qu'ils intègrent dans leurs décisions et à laquelle ils vont s'adapter. Et c'est là que ça change la donne en fait.
Parce que d'une part, si on optait pour la règle de la distribution selon l'élasticité, les gens sauraient que leur récompense dépend de leur réactivité apparente et pas de leur effort réel. Du coup, ils auraient intérêt à essayer de manipuler le système. Par exemple, Paul, il pourrait travailler moins, il pourrait faire exprès de travailler moins ou de travailler moins que ce qu'il pourrait pour rester dans la catégorie des travailleurs à temps partiel et ainsi simuler une forte élasticité. En gros, il se positionnerait stratégiquement pour recevoir plus. Et donc du coup, en fait, on se retrouverait avec une règle qui crée le comportement inverse de ce qu'elle cherche à produire. Et c'est là que la règle de la proportionnalité stricte à l'effort s'avère en fait supérieure, car elle a une propriété que la règle de l'élasticité n'a pas. Pour recevoir plus, il faut travailler plus. Et donc du coup, il n'y a pas de simulation possible. Il n'y a rien à manipuler. En fait, le signal et l'objectif, c'est la même chose. C'est ce qu'on appelle une règle auto-validante. C'est-à-dire qu'elle induit le comportement qu'elle récompense, et ce comportement confirme la règle. Il n'y a pas de manipulation possible, ou plutôt, manipuler la règle, c'est déjà lui obéir. Donc pour conclure, la théorie ne s'effondre pas, pour l'instant elle tient, parce qu'en fait, si on part du principe qu'il faut une cohérence incitative, c'est-à-dire qu'il faut que lorsque la règle est connue des agents, elle ne puisse pas être manipulée, voire qu'elle soit auto-validante, comme je le disais, c'est-à-dire qu'elle encourage les agents à aller dans le sens de ce que la règle cherche à produire. Et bien dans ce cas-là, c'est bien une répartition proportionnelle au travail utile qui maximise les incitations au travail et pas la règle de l'élasticité. La règle de l'élasticité, c'est une bonne réponse, mais à une mauvaise question, d'une certaine manière. En gros, la mauvaise question, ça serait comment distribuer une récompense ponctuelle de manière à maximiser l'offre de travail. Et dans ce cas-là, c'est vrai que la règle de l'élasticité, donner plus à ceux qui ont une élasticité de l'offre de travail à une augmentation du revenu, c'est une règle qui est cohérente et qui est même la meilleure règle possible. Mais en fait, la question que je me pose dans mon ouvrage, c'est pas vraiment celle-là. C'est plutôt quelle règle, une fois connue et anticipée par les agents, maximise durablement l'offre de travail. Et pour cette question précise, ce n'est pas la règle de l'élasticité qui est la réponse logique, c'est la règle de la proportionnalité à l'effort. Et du coup, ça me permet pour le moment, d'avoir une théorie qui tient debout.